Oh, purée. Yes, ça marche. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais vous présenter quelques-uns des résultats que j'ai acquis pendant ma thèse. Et pour rappel, celle-ci a débuté en mai 2018. C'est une thèse CIFRE, donc un partenariat entre une entreprise, Invenio, qui rassemble plusieurs stations expérimentales sur les fruits et légumes et qui travaille notamment sur le châtaignier, et Biogeco. Ce travail de thèse a été dirigé par Rémi Petit et Sébastien Cavaignac a été mon référent au sein d'Invenio. Pendant cette thèse, me suis intéressé au cas du châtaignier, de sa pollinisation par les insectes jusqu'à la formation de ces fruits si recherchés, les châtaignes. La pollinisation correspond au transport du pollen des anthères jusqu'au stigmate. Ce transport du pollen peut être assuré par des vecteurs abiotiques, comme le vent ou l'eau, mais chez les plantes à fleurs, ce sont majoritairement des animaux qui le transportent. Et les insectes sont de loin les principaux pollinisateurs, puisqu'ils représentent 99,5% des espèces pollinisatrices décrites. Sans insectes pollinisateurs, les plantes seraient bien moins fécondes ou ne produiraient plus de graines. Ce service est donc un service écosystémique crucial pour la durabilité des écosystèmes et pour notre alimentation. Sur cette photo, vous pouvez voir que sans insectes pollinisateurs, notre vie aurait bien moins de goût. Nous savons maintenant depuis plus de 50 ans que les activités humaines menacent ce précieux service écosystémique. Les preuves concernant le déclin des pollinisateurs et son impact négatif sur la reproduction des plantes entomophiles s'accumulent. Dans ce contexte, il semble important d'étudier les interactions plantes-pollinisateurs pour évaluer les risques et identifier des solutions. Pour étudier le succès de la pollinisation, il faut s'intéresser à la pollinisation sensu stricto et étudier ses différentes étapes, l'émission du pollen, le transport du pollen et la réception du pollen par les fleurs femelles, mais il faut aussi s'intéresser à la formation des graines qui découlent de celles-ci. Le nuage de pollen qui arrive sur les stigmates des fleurs femelles peut être très différent du nuage de pollen qui est responsable de la formation des graines. Des mécanismes prézygotiques agissent avant la fécondation de l'ovule et des mécanismes postzygotiques peuvent agir après la formation du zygote. Et ces mécanismes post-pollinisation peuvent fortement modifier le résultat de la pollinisation, mais ils restent tributaires de la qualité du pollen reçu par les fleurs femelles. Le succès de la pollinisation est un phénomène complexe et il dépend de nombreux mécanismes. Ces mécanismes peuvent être liés aux caractéristiques de la plante. C'est les boîtes vertes. On retrouve par exemple l'attractivité pour les insectes ou les barrières pré- et post-zygotiques. Mais ces mécanismes peuvent être aussi liés à l'environnement. Et on retrouve par exemple le nombre de partenaires disponibles ou les fréquences des visites des insectes pollinisateurs ainsi que leur comportement. Quand une plante forme peu de graines, on pense spontanément qu'elle n'a pas reçu assez de pollen. Ce serait donc une limitation par la quantité de pollen reçu. On peut imaginer que c'est soit parce qu'il n'y a pas de partenaires disponibles dans la population étudiée, soit parce qu'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs pour transporter le pollen. Pourtant, la qualité du pollen rentre aussi en jeu via les mécanismes pré- et post-zygotiques, mais ceux-ci sont peu étudiés. Les différents insectes pollinisateurs visitent les fleurs mâles et femelles des plantes à des fréquences différentes. Ces différentes fréquences de visite ont un impact sur la quantité de pollen récupéré et déposé sur les fleurs. De plus, certains insectes visiteurs ne sont pas forcément des pollinisateurs. On comprend très bien que suivant leur comportement, les insectes sont plus ou moins efficaces.
Il est donc important de caractériser la quantité de pollen qu'ils transportent, mais surtout la qualité. Si nous prenons l'exemple de ces insectes, un coléoptère et un diptère, on voit qu'il faut d'abord faire la différence entre le pollen conspécifique et le pollen hétérospécifique, c'est-à-dire le pollen produit par les autres espèces de plantes, car celui-ci ne participe pas au succès de la pollinisation. Ensuite, à l'échelle conspécifique, il faut faire la différence entre l'autopollen, le pollen produit par la plante elle-même, et l'allopollen, car seul l'allopollen participe au succès de la pollinisation chez les plantes auto-incompatibles. Sur ce graphique, on comprend très bien que deux insectes qui ont des comportements différents peuvent avoir une efficacité différente. Un insecte fréquent, mais qui porte beaucoup d'autopollen, aura peut-être une efficacité de pollinisation plus faible qu'un insecte plus rare qui transporte beaucoup d'allopollen. Si on imagine une plante qui reçoit un mélange de pollen de bonne qualité, on voit que le succès de la pollinisation dépend seulement de la quantité de pollen reçu. On atteint rapidement un plateau qui correspond au maximum du succès de la pollinisation, c'est-à-dire que toutes les fleurs femelles forment une graine. Mais avant ce plateau, on voit qu'une légère augmentation de la quantité de pollen reçu provoque une forte augmentation du succès de la pollinisation. Mais dans la nature, les mélanges de pollen reçus ne sont pas forcément de bonne qualité. Et là, on peut différencier différents cas suivant différents cas de limitation par la qualité du pollen reçu. On peut d'abord penser à une limitation par la qualité de pollen, mais qui ne provoque pas d'interférence avec les ovules. C'est ce que j'ai représenté ici en bleu. On peut prendre l'exemple d'un pollen viable qui serait dilué dans du pollen non viable. Et là, on voit qu'il faut que la quantité de pollen reçu augmente fortement pour que le succès de la pollinisation augmente légèrement. Mais si la quantité de pollen reçu est suffisamment importante, on atteint la même performance qu'avant et toutes les fleurs femelles peuvent former une graine. On peut aussi imaginer un cas de limitation par la qualité du pollen où il y a des interférences. On peut là prendre l'exemple d'ovules qui seraient fécondés par de l'autopollen, mais dont le zygote avorterait. Et là, on comprend que ces ovules avortés sont irrémédiablement perdus, et ce n'est pas en augmentant la quantité de pollen reçu que le succès de la pollinisation augmentera. Et dans la nature, ces différents mécanismes de limitation par la qualité avec et sans interférence peuvent se combiner. C'est ce qu'on voit sur la courbe noire. Pour étudier la pollinisation, il existe deux approches. La première est l'étude du système d'appariement. Elle est basée sur des analyses de paternité et permet, avec des modèles spatialement explicites, d'étudier la fécondité mâle et les appariements. C'est ce qu'on voit sur cette représentation de réseau. Grâce à cette approche, on peut prendre en compte la qualité du pollen et les arbres sont des modèles d'études très utilisés. Grâce à cette approche, on peut étudier l'effet de la qualité du pollen sur le succès de la pollinisation. Par contre, on n'étudie pas les échecs de la pollinisation, on n'étudie pas les échecs de celle-ci. La seconde approche est l'écologie de la pollinisation. Celle-ci est basée sur des observations et des expérimentations de terrain. Dans un premier temps, on s'intéresse aux interactions plantes-insectes, puis on étudie l'effet de ces visites sur le pourcentage de fleurs qui donnent des graines. Souvent, ces analyses ne sont pas spatialement explicites et les arbres sont peu utilisés. Dans ce genre d'études, on ne prend pas en compte l'effet de la qualité du pollen sur la formation des graines, car il est difficile d'identifier la source du pollen sans utiliser de marqueurs moléculaires. Il faudrait donc combiner ces deux approches, étude du système d'appariement et écologie de la pollinisation, pour étudier l'effet de la qualité du pollen sur les succès et les échecs de la formation des graines. Mon modèle d'étude est le châtaignier. Le genre Castanea appartient à la famille
des fagacées, comme les chênes ou le hêtre. Ce genre est constitué de seulement 7 espèces, donc 4 espèces d'arbres forestiers. On retrouve le châtaignier américain, qui a été dévasté par le chancre de l'écorce et qui est maintenant écologiquement éteint. On retrouve le châtaignier européen, qui est sensible à la maladie de chancre de l'écorce et de l'encre. Et on retrouve ensuite le châtaignier chinois et le châtaignier japonais. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la Chine, depuis plusieurs décennies, plante massivement des châtaigniers et est maintenant devenu de loin le premier producteur de châtaignes mondial. Ces deux espèces de châtaigniers asiatiques, le châtaignier chinois et le châtaignier japonais, sont résistants à ces deux maladies. Et ils sont donc utilisés pour des croisements interspécifiques avec le châtaignier européen pour obtenir des arbres, des clones interspécifiques résistants à ces deux maladies d'origine asiatique. En France, le châtaignier est la troisième essence feuillue la plus répandue. Mais les surfaces de forêt et de châtaigniers, les forêts et les vergers de châtaigniers dépérissent du fait de l'action conjointe de la sécheresse, de la maladie de l'encre et du chancre. Depuis l'âge d'or de la castagniculture, en 1850, les surfaces de vergers n'ont cessé de diminuer. Pour vous donner une idée, en 1945, il y avait environ 170 000 hectares de vergers pour 110 000 tonnes de fruits produits. Tandis que ces dernières années, il n'y avait plus que 10 000 hectares de vergers pour 7 000 tonnes de fruits produits. La demande en produits à base de châtaigne est forte, et même si les surfaces de vergers cultivés augmentent, nous sommes obligés d'importer la majorité des fruits. En France, on peut différencier deux bassins de production, le Sud-Est et la Corse, qui sont des vergers dits traditionnels, c'est-à-dire composés de nombreuses variétés de châtaigniers européens. Ces vergers sont souvent en moyenne montagne et sont peu productifs. Tandis que dans le Sud-Ouest, nous avons des vergers dits modernes, c'est-à-dire qui ont été plantés récemment et qui sont composés d'un petit nombre de variétés hybrides. Ces vergers sont souvent irrigués et fertilisés, et ils sont donc bien plus productifs. Le châtaignier semble être un bon modèle d'étude pour étudier le succès de la pollinisation. C'est un arbre avec une floraison massive et synchrone, et donc le risque d'autopollinisation est très élevé. Cette autopollinisation a d'ailleurs été étudiée avec des méthodes innovantes par une équipe de recherche japonaise. Ils ont montré que 90% du pollen reçu par la fleur femelle est de l'autopollen, tandis que l'autofécondation est de seulement 0,3%. Ce qui laisse penser que le châtaignier possède des mécanismes d'auto-incompatibilité forts. Ces mécanismes d'auto-incompatibilité pré- et post-zygotiques ont d'ailleurs été mis en évidence par une équipe de chercheurs chinois. De plus, chez le châtaignier, on peut observer un polymorphisme sexuel mâle, c'est-à-dire que nous avons des arbres qui sont mâles stériles, qui ne produisent pas de pollen, tandis que certains arbres sont mâles fertiles et produisent du pollen. Un dernier avantage est la mesure du succès du taux de remplissage. C'est une mesure simple et fiable du succès de la pollinisation. Elle est basée en fait sur le nombre de fruits que contiennent les bogues. 0, 1, 2 ou 3 fruits. J'ai décidé de séparer cette présentation en 3 parties. Dans la première partie, je vais m'intéresser aux interactions plantes-pollinisateurs. Et je vais me poser la question de l'intérêt de prendre en compte la qualité du pollen pour étudier l'efficacité des pollinisateurs. Cette qualité de la charge en pollen des insectes est difficile à étudier. Il est assez facile de différencier le pollen hétérospécifique du pollen conspécifique avec un microscope, car ces pollens sont différenciables morphologiquement, mais il est aussi possible de différencier ce pollen hétérospécifique et ce pollen conspécifique par des approches moléculaires, comme le barcoding, mais celles-ci sont assez récentes. Par contre, à l'échelle conspécifique, il n'est pas possible d'identifier l'autopollen et l'allopollen à l'aide d'un microscope, car ces deux types de pollen sont strictement identiques morphologiquement.
Et il existe très peu d'exemples de méthodes moléculaires. On pourrait citer par exemple cette étude des Japonais de l'équipe d'Asegawa qui a séparé les différentes grains de pollen et qui les a génotypés un par un. Mais cette prouesse technologique n'a jamais été répliquée. Dans la seconde partie, je vais m'intéresser au polymorphisme sexuel du châtaignier et à l'origine de cette stérilité mâle. Et je veux vérifier si l'avantage femelle peut être lié à la qualité du pollen reçu. Habituellement, cet avantage femelle serait expliqué par la réallocation des ressources ou par l'évitement de la consanguinité. Mais chez le châtaignier, les individus mâles stériles conservent les chatons mâles, même s'ils ne produisent plus de pollen. Et les fruits qu'ils produisent sont souvent plus légers que les fruits des individus mâles fertiles. De plus, le châtaignier possède différents mécanismes d'auto-incompatibilité et l'évitement de la consanguinité ne semble aussi pas applicable. Il faudrait donc une troisième hypothèse. Et nous proposons l'évitement de l'auto-interférence comme origine de cet avantage femelle. Celle-ci a été proposée à la fin des années 80 par un chercheur japonais, mais celle-ci a été peu reprise depuis. Enfin, je vais essayer de modéliser le succès de la pollinisation. Et là, je vais prendre en compte la qualité du pollen en couplant des modèles du succès de la pollinisation et des modèles du système d'appariement. À ma connaissance, cela n'a pas encore été fait. Chez les arbres, il existe déjà des modèles spatialement explicites du système d'appariement assez sophistiqués, mais ils n'ont jamais été couplés, comme je le disais, avec ces modèles de succès de la pollinisation. Ces arbres apparaissent donc comme de bons modèles d'études. Durant cette thèse, j'ai eu deux principaux terrains d'études. La collection INRAE de châtaigniers à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux, qui est devenue mon site d'études intensives. C'est-à-dire que j'ai géolocalisé, génotypé et décrit le phénotype des arbres de la collection, mais je me suis aussi intéressé aux arbres qui pouvaient y avoir autour du domaine. Mon second site d'études est la station expérimentale de Douville et ses vergers de production. Et à Douville, j'ai travaillé dans 2 vergers de production composés de 6 variétés hybrides interspécifiques. Et ces vergers de production sont des exemples de vergers de castanéiculteurs. Ici, vous pouvez voir que chaque terrain d'étude est associé à une pastille de couleurs et vous les retrouverez tout au long de ma présentation au cas que j'oublie d'expliquer où je travaille. Le châtaignier a une floraison complexe. Il possède des fleurs mâles et des femelles séparées qui sont réparties sur 2 types de chatons. Il y a d'abord les chatons mâles unisexués qui sont à la base du rameau de l'année. Et on retrouve ensuite les chatons bisexués qui se développent à l'extrémité du rameau et qui sont composés d'un chaton mâle associé à 1 ou 2 inflorescences femelles. Ces inflorescences femelles sont composées de 3 fleurs femelles côte à côte. Sur cette photo, on voit que le châtaignier est duodicogame, c'est-à-dire qu'il a 2 pics d'émission de pollen. Les chatons mâles unisexués rentrent en fleurs les premiers, vers la fin mai ou début juin. Ils émettent environ 97% du pollen total. Puis, les fleurs femelles deviennent réceptives, et cette période de réceptivité à l'échelle de l'arbre a l'air assez longue, 2 à 3 semaines. Enfin, 15 jours plus tard, les chatons mâles des bisexués rentrent en fleurs. Ce qu'il faut retenir sur le châtaignier, c'est que ce sont ces chatons mâles qui produisent du nectar et pas les fleurs femelles. Celles-ci ne produisent aucune récompense. Un des premiers travaux que j'ai fait, c'est étudier le vecteur du pollen de châtaignier. Dans la littérature, on lit souvent que le châtaignier est anémophile, c'est-à-dire pollinisé par le vent, comme les hêtres ou le chêne. Pourtant, vu sa forte odeur et le nombre incroyable d'insectes qu'on peut le voir dans ces fleurs, il est difficile de croire que ces insectes pollinisateurs ne jouent aucun rôle dans la pollinisation du châtaignier. Pour tester le rôle des insectes dans la pollinisation du châtaignier, nous les avons exclus en utilisant des filets anti-insectes. Et nous comparions le taux de remplissage des bogues entre 2 modalités,
la modalité témoin, qui sont des rameaux en pollinisation ouverte, dont les inflorescences femelles pouvaient être pollinisées par le vent et par les insectes, tandis que dans la seconde modalité, ces rameaux étaient enfermés dans des filets anti-insectes, et seul le vent pouvait polliniser les fleurs femelles. Nous avons fait cette expérience une première fois dans les vergers d'Ingenio. Nous avons montré que le succès de la pollinisation baisse de 70% lorsque les insectes n'ont pas accès aux fleurs femelles. Par contre, nous avons repéré qu'il y avait des problèmes techniques avec la taille des mailles du filet choisi. Nous avons donc répliqué cette expérience dans la collection INRAE de châtaigniers en 2020 et en 2021. Nous avons essayé différentes tailles de filets et une fois que toutes les conditions étaient respectées, nous avons obtenu une baisse du succès de la pollinisation de moins 94% lorsque les insectes n'avaient plus accès aux fleurs femelles. On peut donc conclure avec cette expérience que le châtaignier n'est pas pollinisé par le vent, il est pollinisé par les insectes et que ce n'est pas une combinaison du vent et des insectes. Une fois avoir montré que le châtaignier était pollinisé par les insectes, j'ai essayé d'identifier les différents protagonistes. Pour cela, nous avons utilisé un protocole de suivi d'insectes basé sur des suivis photographiques. L'idée, c'est de passer 10 à 20 minutes devant un arbre et de photographier les différentes espèces d'insectes qui se posent sur celui-ci, sur l'arbre ou sur les fleurs femelles. Et une fois rentrés au labo, ces photos étaient traitées et les insectes étaient identifiés. Nous avons fait cette expérience en 2019 et en 2021 dans la collection INRAE de châtaigniers. En 2021, nous avons photographié 4480 insectes sur l'arbre, sur des châtaigniers, et 315 insectes sur des fleurs femelles. Et nous avons identifié un peu plus de 150 taxons. Sur ce graphique, vous pouvez voir que les coléoptères sont les plus abondants et que nous les trouvons aussi bien sur l'arbre que sur les fleurs femelles. Ensuite, nous avons trouvé de nombreux diptères, aussi bien sur l'arbre que sur les fleurs femelles. Chez les hyménoptères, il était intéressant de noter le comportement des abeilles. On les trouvait régulièrement sur les fleurs mâles. Par contre, elles ne venaient pas polliniser les fleurs femelles. Enfin, elles venaient très peu. Nous avons identifié seulement 3 interactions. Chez les coléoptères, le téléphore fauve représentait la majorité des identifications. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux dynamiques de visite de deux de ces taxons d'insectes, les diptères et les coléoptères, et les téléphores fauves plus précisément. Sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution de leur abondance en fonction du temps. On voit que les téléphores fauves ont un pic d'abondance aussi bien sur l'arbre que sur les fleurs femelles pendant les semaines 3 et 4 du suivi, ce qui correspond à la mi-juin et au maximum de la floraison du châtaignier. Sur ce graphique, on voit que les diptères n'ont pas de pic d'abondance sur l'arbre. Par contre, plus le temps passe, plus leur abondance sur les fleurs femelles augmente. Nous nous sommes intéressés aussi au comportement de ces deux types d'insectes. Le coléoptère, les téléphores fauves se déplacent au sein de l'arbre, marchent beaucoup, touchent les fleurs femelles, mais souvent pendant un court moment. Tandis que les diptères volent régulièrement d'arbre en arbre, se posent sur les fleurs femelles et y restent un long moment. On se doute que, vu le comportement de ces différents insectes pollinisateurs, leur efficacité de pollinisation doit être bien différente. Nous avons voulu essayer de caractériser la qualité de la charge en pollen des téléphores fauves. Pour cela, nous avons profité d'une des caractéristiques du châtaignier, qui est son polymorphisme sexuel mâle. Nous avons capturé des téléphores fauves sur des individus mâles fertiles et des téléphores fauves sur des individus mâles stériles. Si on fait l'hypothèse que la charge de ces deux insectes pour le pollen hétérospécifique et l'allopollen est identique, leur différence de charge sera expliquée par la quantité d'autopollen.
Nous avons ramassé 300 insectes sur ces deux types d'arbres et nous avons compté les grains de pollen. Sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution, enfin la charge en pollen des insectes en fonction de la productivité, en fonction de la production du pollen sur lesquelles les productions de pollen de l'arbre sur lequel l'insecte a été échantillonné. La première chose que l'on a vue, c'est que 99,7% de la charge en pollen des téléphores fauves est du pollen de châtaignier, ce qui indique que les téléphores fauves sont très fidèles aux châtaigniers. Ils transportaient en moyenne 68 000 grains de pollen, ce qui fait la charge en pollen d'une douzaine d'étamines. Par contre, cette charge en pollen est très variable. Elle allait de 0 grain de pollen à plus de 500 000 grains de pollen. Et le résultat majeur, c'est que nous nous sommes rendus compte que la charge en pollen de l'insecte dépendait de... Ah, en plus, c'est une faute. La charge en pollen de l'insecte dépendait de la quantité de pollen produit par l'arbre. Plus l'arbre sur lequel l'insecte était échantillonné produisait de pollen, plus la charge en pollen du téléphore fauve capturé était élevée. Ce qui nous laisse penser que la majorité de cette charge en pollen est de l'autopollen. C'est ce que nous avons mesuré en comparant la charge en pollen de téléphore fauve capturée sur des arbres mal stériles et sur des arbres mal fertiles. Nous en avons déduit que 93,5% de la charge en pollen d'un téléphore fauve capturé sur un arbre mal fertile est de l'autopollen. Si on fait le bilan de cette première partie, nous avons montré que le châtaignier est pollinisé par les insectes et nous mettons ainsi fin à un débat qui dure depuis plus de 150 ans. Le châtaignier est donc l'espèce entomophile numéro 1 en France. Avec ces expériences, on a montré qu'il était nécessaire d'évaluer l'efficacité de chaque insecte pollinisateur. Et nous avons vu que les insectes pollinisateurs les plus abondants ne sont pas forcément les insectes les plus efficaces. Avec le cas du téléphore fauve, qui a été l'espèce la plus abondante dans nos relevés, nous avons montré que celle-ci transportait beaucoup d'autopollen, et cet autopollen ne pourra pas participer à la formation des graines, car le châtaignier est auto-incompatible. Notre seconde espèce la plus abondante, pendant ces 2 années de relevé, était l'abeille domestique. Nous avons montré que celle-ci visite les fleurs mâles du châtaignier, récupère du pollen et du nectar, mais visite rarement les fleurs femelles. Elle ne participerait donc pas à la pollinisation du châtaignier. Nous avons vu qu'il est nécessaire de caractériser la qualité de la charge en pollen de ces insectes. Et il faut donc développer des approches moléculaires pour pouvoir le faire. C'est là où une des méthodes que nous sommes en train de développer pour avoir un avantage. Nous sommes en train de développer une méthode qui permettra de caractériser génétiquement un mélange de pollen en utilisant des marqueurs microsatellites ultrapolymorphes. Maintenant, passons au polymorphisme sexuel de châtaignier et regardons si la production de pollen peut expliquer son avantage à être femelle. Dans la nature, les châtaigniers sont classés en différentes catégories suivant leur production de pollen. Nous pouvons observer toute une gamme de fécondité mâle allant d'individus totalement mâles stériles dont les étamines sont avortées et qui ne produisent quasiment pas de pollen, à des individus très féconds qui produisent du pollen viable en très grande quantité. Nous avons montré que cette variabilité de la fécondité mâle est une stérilité mâle d'origine cytoplasmique et nous avons mis en évidence des systèmes de restauration de cette fertilité. Le châtaignier européen est donc une des rares espèces d'arbres gynodioïques, c'est-à-dire que naturellement, chez le châtaignier, on peut avoir des individus hermaphrodites et des individus femelles. Pour que ces individus femelles se maintiennent dans les populations naturelles de châtaigniers, il faut donc qu'ils aient un avantage. Et est-ce que cet avantage pourrait être un nombre de graines produits plus important? C'est ce que nous avons vérifié dans la collection INRAE de châtaigniers. En 2018, nous avons ramassé au moins 20 bogues sur tous les arbres de la collection et nous avons mesuré le taux de remplissage. Nous avons trouvé
que les individus mâles stériles ont un taux de remplissage de 82% et qui est bien supérieur au taux de remplissage des arbres mâles fertiles qui, lui, est de 61%. En 2019, nous avons repliqué cette expérience, nous avons récolté encore plus de bols et nous avons calculé une nouvelle fois ce taux de remplissage. Et là, nous voyons que les individus mâles stériles ont un taux de remplissage encore plus fort que les individus mâles fertiles. Ces résultats sont donc très répétables et nous montrent que les individus mâles stériles produisent plus de graines que les individus mâles fertiles. Mais quelle est peut-être l'hypothèse de cet avantage femelle? Comme je vous l'ai dit, les hypothèses habituelles ne semblent pas applicables aux châtaigniers et nous voulons vérifier si l'évitement de l'auto-interférence pourrait être l'origine de la stérilité mâle du châtaignier. Là encore, nous avons profité d'un des avantages du châtaignier. Comme il possède des fleurs mâles et femelles séparées, il est assez facile de rendre un châtaignier mâle fertile stérile en coupant tous les chatons mâles de l'arbre. Par contre, en retirant les chatons mâles, nous retirions aussi la source de nectar et de pollen qui pouvait attirer les insectes. Nous devons donc sûrement impacter son attractivité pour les insectes. Le top, c'est si nous avions pu enlever tous les étamines de toutes les fleurs de l'arbre, mais là, ce n'était pas possible techniquement. Nous avons donc mesuré, encore une fois, le taux de remplissage de ces deux modalités et nous avons comparé les résultats. Sur ce graphique, on peut voir le taux de remplissage des châtaigniers en fonction des différentes espèces. Ici, nous avons les arbres mâles stériles à gauche et à droite, nous avons les arbres mâles fertiles. Sur ces arbres mâles stériles, on voit que lorsque l'arbre est émasculé, son taux de remplissage, son succès de la pollinisation diminue pour 2 des 3 variétés étudiées. Ce qui montre que chez les arbres mâles stériles, lorsque nous retirions les chatons mâles, nous diminuons son attractivité par les insectes et ces plants devaient souffrir de limitation par le pollen. Par contre, chez les mâles fertiles, lorsque l'on émascule les arbres, on voit que le taux de remplissage augmente. Cela veut dire que même si la baisse d'attractivité a un effet négatif sur le succès de la pollinisation, celui-ci est plus que compensé par l'évitement de l'auto-interférence. Si on fait le bilan de cette seconde partie, nous avons confirmé que le polymorphisme sexuel du châtaignier était lié à une stérilité mâle cytoplasmique. Cela fait du châtaignier du châtaignier européen une des rares espèces d'arbres gynodioïques. Nous avons pu démontrer que cet avantage femelle est lié à l'absence d'autopollinisation et donc d'auto-interférence. Passons maintenant à la troisième partie, la modélisation du succès de la pollinisation. Nous retournons dans la collection INRAE de châtaigniers, qui est notre site d'études intensives. Et je vais utiliser 2 types de données, des données issues des analyses de paternité et des données de taux de remplissage. Sur tous les arbres du dispositif, nous avons choisi 43 arbres mères sur lesquels nous avions récupéré 40 ou 95 fruits, ce qui fait au total un jeu de données composé de 273 arbres adultes, de près de 2000 graines caractérisées pour 70 marqueurs. Ce modèle bayésien permet de coupler un modèle du succès de composition de pollen à un modèle du succès de la pollinisation. C'est un modèle qui est basé sur les processus biologiques et grâce à cette approche, nous pouvons calculer tous les paramètres en même temps. Si on commence par le modèle de composition de pollen, les données de base utilisées sont les génotypes des graines et ces génotypes des graines nous permettent de calculer la composition du nuage pollinique reçu par la mère PJK. Et on voit que ce nuage pollinique dépend des covariables du phénotype des arbres qui renseignent sur leur capacité à émettre ou recevoir du pollen. Il dépend du noyau de dispersion et de la coordonnée des arbres, de la coordonnée spatiale des arbres, et différents paramètres de compatibilité entre arbres, comme les
barrière à l'hybridation, l'auto-incompatibilité pré- et post-zygotique, et une compatibilité temporelle qui est liée à la phénologie et donc aux floraisons mâles et femelles des différents arbres. Ce modèle de composition de pollen est couplé à notre modèle de succès de la pollinisation via le mécanisme d'auto-incompatibilité post-zygotique. Et dans ce cas-là, pour ce modèle du succès de la pollinisation, les données de base utilisées sont les données de remplissage des bogues, c'est-à-dire le nombre de bogues à 1, 2 ou 3 fruits. Ces données permettent de calculer alpha J, c'est-à-dire la probabilité qu'une fleur femelle soit fécondée et produise une graine. Et celle-ci dépend encore de nos 3 variables phénotypiques et du mélange de pollen via le mécanisme d'auto-incompatibilité tardive. Ce modèle est aussi prévu pour tester l'effet de la quantité du pollen reçu via QJ et qui permet de coupler d'une seconde manière ces deux modèles. Et dans notre cas d'étude, nous n'avons pas trouvé d'effet significatif de la quantité de pollen et dans le modèle que je vous présente, j'ai retiré QJ. La première chose à vérifier, c'est si ce modèle permet de prédire de manière fiable le succès de la pollinisation. Ici, je vous ai représenté le taux de remplissage des bogues prédits en fonction du taux de remplissage observé. On voit que la corrélation est très bonne, aussi bien pour les arbres mâles stériles que pour les arbres mâles fertiles, et sur toute la plage de valeurs que peut prendre ce paramètre. Nous avons donc un modèle fiable qui permet d'estimer le succès de la pollinisation. Grâce à ce modèle, nous pouvons décomposer la composition du nuage pollinique reçu par les différents arbres mères à différentes étapes. Et ici, j'ai décidé de vous représenter la quantité d'autopollen reçu. Sur le graphique du haut, on voit la quantité d'autopollen reçu par les fleurs mâles des différents arbres mères. En moyenne, la quantité d'autopollen est de 59%. Sur le second graphique, on voit la quantité d'autopollen après l'action des barrières prézygotiques. Et on voit qu'il est de 34%. Il a déjà diminué. Sur le troisième graphique, on voit la proportion prédite d'autofécondation et celle-ci a chuté à 4%. Et les résultats sont très semblables au dernier graphique qui représente la proportion de graines autofécondées absorbées, observées. Grâce à ce modèle, nous pouvons calculer les deux paramètres d'auto-incompatibilité pré- et post-zygotique. Le premier, BSI, correspond à une barrière prézygotique de 0,19. Cela veut dire que l'allopollen est 5 fois plus avantagé. La barrière prézygotique, alpha ici, est quant à elle de 0,95, ce qui veut dire que 95% des zygotes autofécondés avortent. Du coup, sur notre site d'étude, c'est cette barrière d'auto-incompatibilité post-zygotique qui permet d'expliquer majoritairement les variations du succès de la pollinisation. Si on fait le bilan de cette troisième partie, nous avons réussi pour la première fois à coupler un mélange de composition de pollen à un mélange du succès de la pollinisation. Nous avons réussi à utiliser des variables décrivant l'émission et la réception du pollen pour étudier leur effet sur la fécondité mâle et sur le succès de la pollinisation. Nous avons montré que ces individus mâles fertiles ont une fécondité mâle bien supérieure aux arbres mâles stériles. Nous avons montré aussi que l'avortement des graines autofécondées est la principale cause de la variation du succès de la pollinisation sur ce site d'étude. Par contre, nous n'avons pas mis en évidence d'effet de la quantité du pollen reçu. Nous avons seulement mis en évidence un effet de la qualité. Si on reprend mes questions de recherche, doit-on prendre en compte la qualité du pollen reçu pour étudier l'efficacité des pollinisateurs? La réponse est oui. Les insectes pollinisateurs ont des comportements variables et ils transportent donc des charges en pollen variables qui peuvent avoir un effet sur le succès de la pollinisation. Il est donc nécessaire de caractériser cette charge en pollen
pour évaluer la charge en autopollen. Seconde question, l'avantage femelle peut-il être lié à la qualité du pollen reçu? La réponse est oui. Nous avons montré que chez le châtaignier, il y avait une pression de sélection vers l'unisexualité pour éviter le gaspillage d'ovules. Enfin, peut-on coupler un modèle de système d'appariement et un modèle du succès de la pollinisation pour étudier l'effet de la qualité de pollen sur le succès de la pollinisation? La réponse est oui. Et nous avons montré que cette limitation pour le pollen était dans notre cas provoquée par la qualité du pollen et non par la quantité du pollen reçu. Il est donc nécessaire à tous les niveaux de prendre en compte la qualité du pollen pour comprendre et prédire le service de pollinisation. Si on reprend le modèle actuel, nous utilisons des traits des plantes pour étudier l'effet de l'export et de l'import du pollen sur le succès de la pollinisation. À cette étape-là, nous avons une boîte noire et nous avons un noyau de dispersion moyen. Pour aller plus loin, il faudrait en fait différencier ces différents insectes pollinisateurs. Et là, la méthode que nous sommes en train de développer est la clé du succès. Nous pouvons ainsi caractériser les graines produites, mais aussi le mélange de pollen reçu par les fleurs femelles et la charge en pollen de chaque insecte pollinisateur. Nous pouvons ainsi caractériser avec précision la qualité du pollen transporté. De plus, si nous faisons cette expérience dans la collection INRAE de châtaigniers, comme nous connaissons tous les arbres, il sera possible d'avoir une idée de la capacité de dispersion de chaque insecte. Et ainsi, en renseignant des informations sur les visites des fleurs femelles, sur la fréquence de ces visites et sur la capacité des insectes à déposer du pollen, nous pourrions prendre en compte le comportement des différents insectes pollinisateurs et avoir un modèle complet du succès de la pollinisation. Nous souhaitons maintenant impliquer directement les producteurs de châtaignes dans l'étude de la pollinisation. La première chose à faire, pendant cette thèse, j'ai étudié le succès de la pollinisation, c'est-à-dire la proportion de fleurs qui donnent des fruits. Mais il faudrait aussi s'intéresser au rendement. Et c'est là qu'un partenariat avec les producteurs de châtaigniers, à la façon d'un programme de sciences participatives, prend tout son intérêt. C'est-à-dire que nous pourrons nous servir de leurs données de production pour vérifier s'il y a un lien entre rendement et succès de la pollinisation. Et si nous arrivons à montrer que ce sont les vergers les mieux pollinisés qui sont les vergers qui produisent le plus de fruits, et là, nous convaincrons tous les producteurs de châtaignes de s'intéresser à la pollinisation. Nous pouvons aussi maintenant nous intéresser aux vergers de châtaigniers déjà plantés et proposer un diagnostic de pollinisation. J'ai tenté une première expérience en utilisant 5 vergers de producteurs et en couplant des mesures du succès de la pollinisation et des analyses de paternité, nous pouvons avoir une première idée de la qualité du service de pollinisation. Nous avons montré que la diversité du verger conditionne le succès de la pollinisation. Ce diagnostic de pollinisation pourra être proposé aux différents producteurs d'Invenio, car nous montrons qu'entre un verger de châtaignier bien conçu et un verger de châtaignier monovariétal, il pouvait y avoir une différence de production d'un rapport de 1 à 4. Enfin, grâce à cette thèse, nous pouvons aussi maintenant concevoir les nouveaux vergers. Nous savons que les variétés productrices de fruits doivent être des variétés mâles stériles, car celles-ci ont un succès de pollinisation bien plus élevé. Et nous savons que les arbres donneurs de pollen doivent être des arbres mâles fertiles. Le modèle bayésien nous aura aussi permis d'étudier la compatibilité entre les différentes espèces de châtaigniers. Et nous savons maintenant que si notre verger est composé de variétés de châtaigniers européens, il faut aussi que les donneurs de pollen soient des châtaigniers européens, et nous savons que les producteurs pourront profiter d'une légère assurance à la pollinisation provenant des forêts de châtaigniers alentours.
Par contre, si le verger est composé de variétés hybrides, il faudra que les donneurs de pollen soient aussi des variétés hybrides, ou plus surprenant, des variétés de châtaigniers japonais. La prochaine étape est d'utiliser ce modèle pour simuler la production des vergers et tester l'effet de la composition, de l'arrangement et de la densité des arbres sur le succès de la pollinisation. Ainsi, nous pourrons tester in silico les designs des vergers du futur. Merci pour votre attention. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette thèse possible et qui l'ont rendue si agréable. Ah voilà, ça y est, c'est enregistré. Alors, Clément Larue, le jury a délibéré et a décidé à l'unanimité de vous accorder le grade de docteur de l'Université de Bordeaux, spécialité écologie évolutive fonctionnelle et des communautés. Et le jury tient également à vous féliciter pour toute la diversité, l'étendue de vos travaux, leur qualité et la passion que vous y avez mise. Bravo. Bravo Clément. On n'entend plus, non? Moi, j'entends pas. C'est Clément qui reste bouche bée. Et juste un petit ajout, les personnes qui étaient présentes en visio, on présente nos excuses de ne pas avoir pu être là pour participer vraiment de vive voix, mais les conditions de cette visio étaient très, très bonnes. Merci aux organisateurs. Bravo Clément. Clément, tu veux dire un mot? J'aime pas trop passer après Rémi, parce qu'il fait toujours des discours. Et j'étais assez inquiet là, quand j'ai vu les 5 pages du texte qu'il avait préparé, parce que je me suis dit qu'on n'était pas près de manger. Du coup, en fait, quand il a présenté l'histoire de la thèse, moi, je préfère l'imaginer à la version périgourdine, c'est-à-dire que ça a été décidé sûrement autour d'une table, peut-être après la 2e bouteille de vin rouge. Mais enfin, l'idée là. Mais peut-être pour faire court, mais je remercie tout le monde pour m'avoir permis de faire une thèse et de l'avoir rendue si agréable. Et la prochaine fois, j'essaierai d'envoyer mon manuscrit plus tôt. Voilà. Ok, bravo encore Clément. Mais donc, on va remercier encore une dernière fois le jury à distance. Et puis, donc, voilà, on doit être prudent. On a essayé d'aérer tout du long, mais on va quand même, on a quelques petites choses pour Clément. On va lui remettre, mais on va peut-être plutôt pour que ce soit plus aéré, être dehors. Donc, on va vous laisser. Vous remercier encore une fois pour tout ce travail, ces interactions. C'était super. Au revoir à vous. Merci Clément et Rémi pour l'invitation. Encore bravo et à bientôt. Félicitations. Merci. Au revoir. Bonne Merci, journée. bravo. Au revoir.